Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour votre émission débrief, cette fois, de la rencontre entre Paris et l'Élan Béarnais. Et quelle rencontre pour clore cette 21e journée de Betclic Elite avec une fin de match au couteau. Et pour en parler, en face à face pour une fois, c'est Flavien. Comment vas-tu ? Salut Lilian, salut à tous. Paris 97, Élan Béarnais 101. Comme le laisse penser le score, c'était un match très très offensif. Et après plutôt un bon début de match de part et d'autre, c'est Pau qui a porté la première grosse estocade dans ce match en infligeant notamment un 19-0 aux Parisiens, notamment par l'intermédiaire d'une grosse adresse à 3 points de son shooter maison américain Garrett Sim. Malheureusement pour l'élan, ce dernier ne reviendra pas sur le parquet en seconde mi-temps. Une deuxième période qui sera d'ailleurs beaucoup plus favorable aux hommes de Will Weaver, en tout cas au début, grâce notamment à une presse tout-terrain très efficace, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais tout jouera finalement dans une fin de match très tendue où les gros tirs vont se succéder vraiment de chaque côté. Mais à ce petit jeu-là, c'est l'élan béarnais porté par une cinquantaine de supporters à la Halle Carpentier qui va se montrer le plus solide pour franchir finalement la barre des 100 points et s'offrir donc une précieuse victoire dans la course au maintien, un maintien sur lequel les Parisiens vont devoir peut-être s'attarder, mais ça on en reparlera en toute fin d'émission. Tout d'abord Flavien, un premier petit mot d'atmosphère sur cette rencontre. Je le disais, Pau s'est montré très solide en fin de match, mais est-ce que globalement Pau n'a pas montré plus d'envie que Paris pour l'emporter ce dimanche après-midi à la Halle Carpentier? Il y a peut-être plus que de l'envie, en tout cas, qui a joué pour cette rencontre. On sait que Paris jouait aussi avec trois on va dire, titulaires qui étaient absents, on va dire Evans, Toupane et Kyle Holman. Mais c'est vrai que bon, c'est un ressenti dans la rencontre qu'on a eu toi et moi, c'est que l'équipe qui menait de 20 points, par exemple, en première mi-temps, on n'avait pas l'impression que c'était Pau. On avait l'impression que le sentiment d'urgence était beaucoup plus présent du côté de l'élan Bernay plutôt que du côté de Paris. Et à la fin, Paris n'a jamais, en tout cas en deuxième mi-temps, tu l'as dit, a eu vraiment un meilleur passage, su prendre vraiment les commandes du match et s'est embarqué dans un money time où la pièce tombe d'un côté ou de l'autre. Et cette fois-ci, elle est tombée du côté de l'élan Bernay. Bon, ça fait souvent qu'on dit ça sur les money time, mais c'est vrai que là, il y a eu ce petit ressenti, en tout cas très personnel, que cette équipe, qu'il y avait une équipe en tout cas d'un côté qui en voulait un peu plus que l'autre. Voilà, évidemment, tout ne s'est pas joué dans la fin de match. Paris a notamment subi l'énorme réussite de l'élan béarnais en début de rencontre. C'était assez fou. Je le disais, notamment avec ce 19-0, c'était à cheval dans le deuxième quart-temps entre la 7e minute et entre 7 et 3 minutes dans le deuxième quart-temps. Pau a eu une extrême réussite à 3 points dans cette première mi-temps, 12 sur 19, 18 sur 32 au final à longue distance. Comment est-ce que tu expliques cela sur cette rencontre? Est-ce que c'est Pau qui a vraiment connu une réussite extraordinaire, ou est-ce que Paris a un petit peu péché dans sa manière de défendre de défendre la ligne à 3 points ce dimanche? Non, du coup, je pense que c'est pas forcément, en tout cas, l'adresse de Pau a été forcément primordiale, en tout cas, parce qu'ils ont été vraiment très, très adroits sur quasiment toute la partie, hein. Ils finissent avec 18 tirs à 3 points rentrés dans le match. C'est largement leur record. Le précédent record dans cette saison, c'était 13. Mais je trouve, et on en a encore une fois discuté un peu après le match, mais que Paris a fait un choix, celui de laisser plutôt ouvert les shooters de Pau, qui est une équipe assez lambda, on va dire, au tir à 3 points, qui vaut 35% cette saison, donc ce qui est pas ignoble, mais ce qui est pas non plus fou. C'est quelque chose, ils étaient entre la 8e et la 10e place au pourcentage à 3 points, donc vraiment rien de plus. C'était médium vraiment dans la qualité de tir à distance cette saison. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression, en tout cas souvent, que Pau va fixer l'intérieur, notamment avec Shikoko, pour trouver soit un relais avec celui qui venait d'envoyer le ballon. Donc ça pouvait être Garrett Sims, ça pouvait être Stockton, ça a été Sané, notamment en deuxième période. Et, euh, et Pau a donc eu plutôt des shoots ouverts parce que Paris a préféré trapper pour éviter qu'Ismaël Kamagaté fasse beaucoup de fautes. Il finit à 4 fautes, beaucoup en toute fin de match, mais la gestion justement des fautes des intérieurs a plutôt été bonne, mais justement au détriment d'une adresse exceptionnelle, monumentale de la part de Pau. Et ce choix,
Will Weaver dit que c'est pas un choix, en tout cas, c'est ce qu'il a exprimé en conférence de presse. Moi, je ne vois pas comment ça peut pas être un choix quand, après 3 fois la même tactique, que tu le que enfin, si nous on le voit, eux ils le voient forcément. Pour moi, c'est forcément un choix d'avoir de s'être dit: «Bah, on va plutôt laisser ouvert les shooters, de Pau. Ils vont pas tout rentrer». Et bah, pour le coup, ils ont quasiment tout rentré, hein, 12 sur 18 à la mi-temps. Ils étaient à 12 sur 18, mais parce qu'ils arrosent en fin de match, en fin de mi-temps, mais c'est surtout ils étaient à, pas 12 sur 16 ou 12 sur 15, ce qui était encore un score absolument hallucinant. Pour continuer sur cet aspect-là, c'est vrai que moi aussi j'avais cette impression, mais en même temps, heu, j'avais aussi cette même impression que Paris au final ne densifiait pas tellement l'intérieur de sa raquette. Je trouvais que quand les close-out se faisaient plutôt bien à 3 points, et que les guards par exemple de l'élan Bernay étaient contraints de pénétrer dans la raquette, qu'ils avaient aussi pas mal d'espace. Par exemple, un Michael Stockton s'est assez fait plaisir, notamment à mi-distance. Hem, est-ce que est-ce qu'on l'explique également par, l'absence de Jeremy Evans, qui était, un absent surprise pour le coup? On savait que Kyle Allman et Axel Toupane ne seraient pas présents sur cette rencontre, mais Jeremy Evans, voilà, son absence était plutôt surprenante pour le coup. Ça a laissé Ismaël Kamagaté un petit peu seul, dans la raquette parisienne. Est-ce que c'est ça aussi, Paris a peut-être s'est dit: un seul intérieur vraiment de métier, en tout cas un seul pivot, protecteur de cercle. Est-ce qu'on va se concentrer sur la défense de notre cercle, notamment quand on sait qu'on a un Vitaly Chikoko en face qui est plutôt très efficient dans ce secteur-là. Mais est-ce que Paris, voilà, s'est peut-être dit, on essaie de complètement verrouiller le 2 points, mais au final, ça n'a pas si bien fonctionné que ça, parce que je le disais, Pau a aussi trouvé la voie à mi-distance. Oui, oui, bah, c'est vrai que après Michael Stockton, pour le coup, on va dire que c'est une double menace. Soit même triple menace, parce qu'il est capable de passer, il est capable de shooter à mi-distance, il est capable enfin, de trouver en tout cas les solutions sur du pick and roll. C'est vrai qu'il a beaucoup, en tout cas, tenté via ce genre de système-là. Moi, je trouve qu'on a quand même essayé de densifier l'intérieur, parce que les intérieurs en face qui ont scoré, c'est beaucoup en fait bah, de loin. Ça va être Landing Sané, mais quand tu vois le match de Shikoko, il met 6 points, mais il est à 0 à la mi-temps. Le match de Charvin, il met les 4 premiers points de son équipe, mais derrière, il met plus rien. Il n'est pas réutilisé derrière. Je trouve que, quand même, dans ton approche de la partie, l'idée en tout cas que les intérieurs de Pau soient le moins efficaces possible près du cercle, ça a fonctionné. Mais comme tu le dis, au détriment bah, des petits qui, eux, se sont fait plaisir. Et encore une fois, enfin, dans ton personnel disponible, il te manque Kyle Holman, il te manque Axel Toupane. Alors, pour certains, on est un peu plus dur que d'autres, mais en tout cas, c'est des joueurs peut-être qui vont pas forcément te faire ce genre d'erreur, ou qui vont pas forcément te laisser Michael Stockton prendre des shoots à mi-distance comme il en a pris tout le match. Il prend 17 tirs dans la rencontre, il en prend que 3 points. Tu te rends compte quand même au bout d'un moment que là aussi, Pau avait une idée, Pau avait trouvé quelque chose qui semblait fonctionner, et ça a clairement été le cas. Après, moi, je me demande aussi, vu justement le staff disponible, l'effectif qui était appelé à jouer contre Pau ce dimanche, est-ce que tu avais d'autres solutions côté Weaver? Je suis pas persuadé non plus que c'était le cas. Bah, il y avait peut-être, au final, Paris a trouvé des solutions, notamment en début de seconde période, avec, une presse tout-terrain qu'on avait vue, notamment dans la belle, phase parisienne de cette fin d'année 2022, début 2023, qui faisait un peu, bah, la force du collectif parisien. C'est dans ces moments un petit peu charnières que Paris arrivait à faire basculer les rencontres en sa faveur. Ça aurait pu être le cas ce dimanche, mais au final, Paris, on a presque l'impression, a utilisé ça trop tard, un peu subi la tempête de l'élan dans la première période, n'a pas su réagir. Au final, peut-être que le retour au vestiaire a fait du bien justement pour mettre en place ceci. Tu parlais de l'absence d'Atoupane, même en son absence, ils ont réussi à mettre cela en place. Mais est-ce que c'était pas, bah, on se le disait un petit peu entre nous, est-ce que c'était pas un petit peu trop tard? Et au final, c'est quasiment la seule réaction que Paris a eue dans cette rencontre, c'est ces 5 premières minutes de la seconde période où ils ont eu, bah, la presse tout-terrain a été très, très efficace. Ça a provoqué des pertes de balles et Paris a pu recoller immédiatement. On aurait même pu penser que le momentum inversé, Paris allait finalement dominer le reste de la partie. Alors, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, est-ce que c'était pas cette presse tout-terrain un petit peu trop tard? Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'avoir un petit peu plus tôt dans cette rencontre, notamment
pour enrayer la bonne marche de Pau, qui a notamment, voilà, on le disait, collé un 19-0 à Paris en première période. Ouais, mais c'est une remarque qu'on fait depuis bien longtemps maintenant, c'est que Will Weaver ne s'adapte pas. Soit il s'adapte pas, soit il s'adapte beaucoup trop tard. En tout cas, dans les matchs perdus, c'est souvent le cas. C'est qu'il a. Là, l'idée de la presse tout-terrain, elle est bonne. Elle est bonne, elle arrive juste pas au bon moment. Elle doit arriver au moment où bah, tu prends cet éclat de 19-0 en milieu de deuxième quart-temps. C'est là où tu dois peut-être changer quelque chose, essayer d'apporter bah, de surprendre en tout cas Barthécheki et les joueurs de Pau, parce que tu prends une tempête et tu ne réagis pas. Quand tu regardes le play-by-play de la rencontre, il prend sur ce run, en tout cas, Will Weaver prend un temps mort à 16-0. Ah, c'est pas possible. Tu dois couper le rythme de l'élan Bernay avant. Et effectivement, cette presse tout-terrain, j'ai un peu senti aussi ça, ce côté, le momentum va peut-être changer de camp et Paris peut-être décoller. En tout cas, que Paris trouvait son rythme, parce que, en tout cas, le match est joué sur le rythme de Paris, très rapide, etc., comme le Paris Basketball en a l'habitude. Mais c'est vrai que là, il y a eu 5 minutes où on s'est dit, oula, il y a vraiment Paris, c'est ça qu'on devrait voir en fait quasiment sur 40 minutes, c'est le niveau qu'on attend. Il y a eu une très belle presse tout-terrain, elle a été très bien amenée. Aussi parce que bah, Garrett Tim il s'est blessé, se blesse à la mi-temps, et c'est là où tu te dis, bon, bah, ils ont un porteur de balle en moins, c'est peut-être le moment aussi d'aller les agresser un peu plus durement. Il aurait quand même, je pense, fallu peut-être la tenter plus tôt. Il y a eu des bribes de séquences en première mi-temps où ça a été fait, mais ça n'a largement pas été suffisant. Et en fait, pour moi, tu perds parce que tu prends ce 19-0 en première mi-temps et que tu laisses. Que ton retour euh, en deuxième mi-temps, il est suffisant, tu repasses devant, etc. Mais tu ne prends pas les commandes. Alors que si tu prends pas ce 19-0, bah, tu te laisses en tout cas des options pour remporter la rencontre d'une manière bien différente qu'elle ne l'a été par cette défaite ce soir. Mais est-ce que, pour terminer sur ce point précis un petit peu, est-ce que on va dire, ces bonnes 5 minutes de défense tout terrain, elles n'illustrent pas un petit peu les lacunes de Paris? Parce qu'au final, à part ces séquences, voilà, ces quelques minutes de séquences de presse tout terrain, bah, Paris n'a jamais pu contenir l'élan béarnais. Et j'ai envie de te dire, quand il y a uniquement de la presse tout terrain, mais de la presse tout terrain, tu peux pas, c'est toujours pareil, ce n'est que par séquence. Tu ne peux jamais la tenir sur l'entièreté d'un quart-temps et d'une mi-temps encore moins. Mais voilà, au final, le seul moment où Paris a réussi un petit peu à tenir l'élan, c'est sur ces moments-là, sur les faire dérailler un petit peu. Et c'est un petit peu inquiétant pour la suite, non? Je sais pas, je trouve en fait que, et encore une fois, on le dit assez souvent, Paris est l'équipe ou l'une des équipes les plus athlétiques du championnat. En Eurocup, ça se voit encore plus. Et, euh, et là, s'il te manque Evans, Toupane et Holman, tu perds vraiment comment dire, en verticalité, en athléticité. Et pour moi, c'est pas. En fait, c'est justement que tu puisses pas les gêner sur demi-terrain, ça me surprend pas vu justement les armes que tu avais en main. Comme tu le vois en début de match, c'est Amargaïch va défendre sur Enzo Charvin. Il doit lui rendre 30 kilos et 10 centimètres de plus. Et tu peux pas, sur ce genre de choses, partir en fait dans l'idée que tu vas dominer physiquement une équipe comme Pau, qui a quand même des intérieurs très grands, Vitaly Chikoko qui est vraiment qui est un point central et qui est un point d'ancrage, et ben même un Landing Sané par exemple qui s'écartait très très bien pendant ce match. On l'a retrouvé pas forcément dominant, mais en tout cas c'est une menace que tu n'avais pas forcément les armes pour tout faire, parce que Ismaël Kamagaté, là c'est le seul joueur qui faisait 2,10 m, sinon après c'est un Evans, c'est un Sims, mais qui est beaucoup moins qui est beaucoup moins physique, beaucoup moins athlétique que ne peut l'être Jérémy Evans. Et effectivement, bah, au bout d'un moment, je pense que la seule arme où tu arrives à faire dérailler, c'est que tu as quand même des arrières qui sont grands, qui sont en mesure de très bien défendre, comme Leïc Bégarin, il le fait très très bien sur le moment de la presse tout-terrain. Et en fait, ce côté athlétique, tu le retrouves beaucoup sur les arrières, mais beaucoup moins sur les intérieurs sur cette partie. Landing Sané qui je l'ai même pas cité, mais c'est le véritable facteur X de Pau sur cette rencontre, 6 sur 7 à 3 points, alors qu'en moyenne, il tente 3 tirs à 3 points par match cette saison et il n'en rentre qu'un. Donc vraiment, c'est vraiment la donnée, et Will Weaver l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse, que la chose qui l'a vraiment chagriné dans l'adresse extérieure de l'élan, c'est vraiment la réussite d'avoir laissé un intérieur
l'intérieur de Pau qui d'ailleurs que les Parisiens devaient bien connaître puisqu'il a partagé plusieurs entraînements avec eux la saison dernière, cet été également. Il aurait pu signer à Paris, mais non, il a été à Pau à chaque fois et il a fait très très mal au Paris Basketball ce dimanche. Bah, tu le disais, Paris manquait d'armes un petit peu ce dimanche après-midi et du coup, il y a des petits jeunes qu'on a vus et qu'on a plutôt beaucoup vu. Je pense que c'est la première fois de la saison qu'on les voit autant. Alors pas Maël Amon Crespa, pardon, qui a déjà eu des bonnes minutes en Eurocup et même en championnat, mais notamment Mohamed Diawara. Alors on s'étonnait avant le match, on s'étonnait la veille que Mohamed Diawara et Maël Amon Crespa n'aient pas joué en espoir. Bah on a peut-être un petit peu compris pourquoi, parce qu'ils ont eu des minutes importantes ce dimanche. Mohamed Diawara, 13 minutes, 5 points. Maël Amon Crespin, un petit peu moins, 8 minutes, mais aussi 6 points, notamment à 2 sur 4 au tir à 3 points. Flavien, on peut dire que les jeunes ont, pour le coup, apporté des bonnes minutes. C'était vraiment assez surprenant. On les a vus bons dès le début, vraiment pas, comment dire, des fois quand on a des jeunes joueurs comme ça qui rentrent sur le terrain, on peut les sentir un petit peu perdus. Pour le coup, c'était vraiment pas le cas. Ils n'ont pas coïncidé, par exemple, avec les mauvais passages du Paris Basketball. Et bah, pour le coup, c'est l'une des satisfactions que l'on peut ressortir de cette rencontre, c'est les bonnes performances des jeunes joueurs de Paris. Ouais, c'est vrai, ils ont été mis au repos aussi parce que, bah, justement, en fait, parce que Jeremy Evans était absent et bah, Will Weaver, du coup, comptait vraiment sur eux et on l'a vu, hein. Ils jouent 13 minutes et 8 minutes, mais ils jouent des minutes très importantes. Ils jouent pas du garbage time. Ils vont rentrer en milieu de match. Ils vont avoir le ballon. Ils vont avoir des tirs. Mohamed Diawara a pas eu peur de les prendre, ce qu'il faisait un petit peu avant. Et Malam Crespin, lui, pour le coup aussi, il rentre des tirs très difficiles à 3 points. Il a un très très bon passage fin de troisième quart-temps, début de quatrième, où il va trouver une super passe pour Amir Sims. Il va mettre deux gros tirs à 3 points. Et même très globalement, en fait, c'est des. je- Jean-Christophe Prat, tu utilisais ce terme, mais ce genre de match, c'est des accélérateurs de carrière. Et là, pour le coup, ils ont eu des minutes importantes dans un match qui compte et ils ont été bons. Euh, Mohamed Diawara, je l'ai trouvé un peu plus brouillon en attaque que ne l'a été Malam Crespin. Par contre, en défense, bah, il fait partie justement de cette période qu'on sait depuis le début du podcast sur la presse tout-terrain en début de troisième quart-temps, où lui, Gegic et Béguerin sont missionnés pour gêner la relance de Pau, et il le fait très très bien. C'est aussi pour ça que, enfin, il a les qualités pour. C'est un grand ailier qui peut jouer 2, qui peut jouer 4, qui a des très grands bras, donc qui a en tout cas, mensuration taillé pour être très bon en défense sur plusieurs postes. Et là, pour le coup, il a été vraiment efficace. C'est dommage, en fait, de ne pas le voir plus souvent. Euh, maintenant, il a encore des choses à peaufiner, notamment ballon en main. Il a deux pertes de balles qui sont pas très très belles. Et Ismaël, la seule qu'il a d'ailleurs, c'est après une passe de mots un peu brouillonne, mais c'est vraiment la satisfaction du soir, c'est d'avoir vu que des jeunes de 17-18 ans peuvent rentrer dans un match pour le Paris Basketball et ne pas forcément de pas produire statistiquement quelque chose d'énorme, mais par contre de rentrer dans la rotation et d'avoir des minutes importantes et de ne pas faire beaucoup d'erreurs qui pourraient se payer cash pour le Paris Basketball. Et c'est vrai qu'on le mentionnait notamment pour Mohamed Diawara, qu'on était parfois déçu de ne pas le voir dans certaines rencontres quand il y a encore de l'enjeu, c'est sûr, pas quand il y a le garbage time où c'est quand même tout à fait une autre manière de rentrer, tu rentres pas dans le même contexte. Et c'est vrai que bah, sa prestation là de ce dimanche après-midi nous encourage bah, on a envie de le voir encore un petit peu plus, voilà. Ça nous met en appétit. Et c'est vrai que c'est pour le coup l'une des satisfactions pour Paris sur cette rencontre. Parlons également d'un autre jeune joueur. Alors, il est un petit peu moins jeune que les autres, et puis on n'est pas étonné forcément de ses très bonnes performances. Mais Ismaël Kamagaté, seul vrai pivot sur ce match, en tout cas pour moi, même si je sais que Will Weir n'est pas forcément d'accord avec cela, mais Ismaël Kamagaté a encore livré une grosse partition face à l'élan, et pourtant il avait en face du répondant 22 points en 32 minutes à 10 sur 12 au tir, notamment 13 rebonds pour au final terminer à 34 d'évaluation. Encore une belle prestation d'Ismaël Kamagaté, malheureusement dans une défaite.
Et on en parlait dans le débrief de la semaine dernière du match face à Monaco, que les intérieurs étaient très peu utilisés. Et je crois que là, Flavien, tu as plutôt apprécié notamment son utilisation et du coup, par la même occasion, la prestation d'ensemble d'Ismaël Kamagaté face à Pau. Ah, je voulais commencer par ça, parce que on l'a suffisamment cité encore une fois de cette saison, que les intérieurs sont très, très mal servis au Paris Basketball, notamment Ismaël. Et alors là, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que du coup, justement, face au manque de solutions à l'intérieur, peut-être qu'on se tourne peut-être plutôt vers Evans que Ismaël. En tout cas, eh ben, il a eu des positions de tir qui étaient bonnes, enfin, il était très bien servi. Et puis, lui aussi s'est créé des bons tirs. Je l'ai trouvé très, très agressif, notamment en attaque, où il a vraiment fait le boulot contre Shikoku. Il l'a vraiment embêté parce que c'est rigolo, il a fait à Shikoku ce que généralement les intérieurs font à Ismaël, c'est-à-dire un petit peu s'écarter et prendre parfois du distance. Il l'a fait deux trois fois dans le match, alors pas forcément avec toute la réussite qu'il fallait, mais en tout cas, Et avec une certaine malice parfois. C'est aussi ça, des fois, qui fait défaut à Ismaël, c'est qu'il a pas encore, des fois, ce petit vice où il s'appuie trop sur ses qualités athlétiques. Là, des fois, il a pris, alors, par exemple, à Shikoko à son propre piège. complètement, complètement. On avait l'impression que le plus expérimenté des deux n'était pas celui qu'on croyait vraiment. Là, il y en avait un qui était qu'on a senti vraiment, pas forcément revanchard, mais en tout cas, il avait compris les missions qui lui incombaient sur cette partie et il avait juste besoin en fait d'être à son meilleur niveau pour que son équipe espère gagner en fait. Parce que vu voilà, la faiblesse du secteur intérieur ce soir, c'était obligatoire qu'Ismaël Kamagaté soit à son meilleur niveau et il l'a largement été. Et puis en défense, bah, il a été protégé, je pense, par Will Weaver. Pau n'a du coup pas forcément beaucoup tenté d'aller au cercle, et les peu de fois où ils sont allés au cercle, bah, il envoie deux crêpes sur Stockton qui est parvenu après parce que bah, tout simplement il, il est vraiment impressionnant avec sa longueur de bras, etc. Il contrôle vraiment très très bien la raquette et il prend quasiment la moitié des rebonds de son équipe. C'est vrai que moi j'ai l'impression aussi qu'il était le seul rebondeur potable côté parisien, tellement il a surnagé, je trouve, dans le secteur. Je crois rien à dire de négatif sur le match d'Ismaël, qui même en plus, on va aller là-dessus, il a fait un très bon quatrième quart-temps. Il a été très bien trouvé. C'est là où il finit à 22 points, mais il est resté longtemps à 12 points comme il était à la mi-temps. Et il met, je sais pas, 6 ou 8 points de suite en fin de partie pour continuer à ce que Paris espère en tout cas l'emporter. Et bah, chapeau parce que il a fait un mois de janvier un peu en dents de scie, mais avec des performances très hautes et très basses. Et là, moi, je trouve vraiment qu'on retrouve de la régularité avec lui. Encore une fois, quand il est un peu servi, bizarrement, tu te rends compte quand même qu'il a un talent supérieur à beaucoup d'intérieurs dans ce championnat. Mentionnons également, on l'a pas forcément fait encore dans ce débrief, mais on l'avait cité en homme du match contre Monaco, pas forcément dans le sens très positif, mais là, il s'est bien ragaillardi, on peut dire, contre Pau. C'est Juan Bégarin qui termine à 15 points et notamment 8 fautes provoquées. J'ai trouvé personnellement qu'il a été très bon face à Pau, notamment très agressif aussi, un petit peu dans la continuité d'Ismaël. Vraiment, il a cherché à s'offrir des solutions et pas forcément se contenter de shoot extérieur. Il a essayé en tout cas, de se trouver des paniers un petit peu plus faciles. Donc voilà, c'était également à mentionner. Plutôt également un bon match d'Amir Sims qui termine à 19 points, deuxième meilleur marqueur de la rencontre pour Paris. Et également un match plutôt solide de Tyrone Wallace, même si on l'a peut-être un petit peu moins vu sur cette rencontre. Il termine à 17 points. Mais voilà, je sais pas si tu avais peut-être un mot à rajouter sur Juan également. Ouais, c'est plutôt positif également de l'avoir vu assez bon sur cette rencontre, toujours en l'absence de Kyle Holman. Mais il a justement un petit peu plus embrassé ce rôle, entre guillemets, de porteur de balle et de créateur de cette attaque parisienne. Ouais, moi j'ai pas tout aimé ce qu'il a fait ballon en main, mais il faut dire il a été plutôt bon, hein, largement au-dessus en tout cas de ce qu'il propose depuis plusieurs semaines. Alors, il finit avec 9 passes décisives, il perd qu'un ballon. Je pense que déjà pour moi là c'est déjà une réussite. En plus il provoque 8 fautes. En plus il a 8 sur 10 au lancer franc. Enfin, on va pas se mentir, pour Juan, avoir un pourcentage comme ça avec un volume pareil, c'est quand même assez bon. Il est pas forcément très adroit au tir, mais en tout cas, dans l'intensité, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est retrouvé avec le ballon et en plus, il a eu les tâches défensives les plus compliquées, c'est-à-dire d'être le premier rempart. En fait, c'est lui le défenseur qui fait le lien entre les extérieurs et les intérieurs. Et je l'ai trouvé dans ce rôle vraiment, vraiment excellent. Le rôle en fait qu'on incombe à Axel Toupane, peut-être indirectement,
Et puis là, vu qu'il est pas là, il a pris ce rôle sur cette partie. Euh, Pas grand chose de négatif à dire sur le match de Bégarin, que j'aurais préféré peut-être un peu plus actif au rebond, mais rien de. On va dire, on chipote. Euh, Largement, en tout cas, au-dessus de ses performances depuis plusieurs semaines. Et on lui souhaite d'aller dans ce sens-là parce que c'était vraiment un beau match de sa part. Et c'était aussi lui l'instigateur, de cette presse tout-terrain, l'un des hommes forts en tout cas, c'est toujours lui qu'on envoie un petit peu, voilà, comme tu le disais, en mission sur les meilleurs défenseurs et c'est aussi lui souvent qu'on envoie en 1re ligne pour presser l'équipe adverse. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce match, de Pau. Un petit mot sur les espoirs qui donc se sont malheureusement inclinés, mais pas de beaucoup pour le coup, 77 à 84 contre Pau. Je le disais, voilà, en l'absence, en plus de Mohamed Diawara, du coup, et Maël Amon Crespin, qui avait certainement été préservé pour pouvoir jouer ce dimanche. À noter 29 points de Kylian Malouaya, 23 de Kevin Moreno. Donc voilà, on peut dire que c'est plutôt s'incliner seulement de 7 points contre cette équipe de Espoir de Pau, sans Diawara et sans Amon Crespin. C'est plutôt une bonne performance pour le coup. La suite pour le Paris Basketball, eh ben, c'est un petit peu de vacances. Alors pas pour tout le monde, comme d'habitude. On en a déjà beaucoup parlé, mais Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin vont jouer avec l'équipe de France. Il y aura 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023 contre la République tchèque et la Lituanie. Alors la France est d'ores et déjà qualifiée. Donc voilà, ce sera plus, on va dire, un petit peu des répétitions et faire jouer justement des Ismaël Kamagaté et des Juan Bégarin pour leur donner des sélections supplémentaires en équipe de France. Il y aura également Amar Gegic avec la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, pour ces 3 jours-là, le basket va un petit peu continuer. Pour les autres, un petit peu de repos. Un repos qui va se faire quand même avec, comment dire, un sentiment dans les têtes, un petit sentiment d'urgence quand même pour Paris, qui là se retrouve à égalité avec 4 autres équipes, avec 8 victoires, le même bilan par exemple que Pau, que Nanterre également, et avec seulement une victoire d'avance sur le premier relégable, Blois, et 2 victoires d'avance sur la lanterne rouge du championnat qui est Fos. Et le moins qu'on puisse dire, Flavien, c'est que le retour en mars va un petit peu déterminer si Paris regarde vers le haut ou vers le bas. Pour l'instant, on a plutôt envie de dire que c'est vers le bas, mais je pense qu'on pourra dire, après les 2 déplacements successivement à Gravelines à Gravelines Dunkerque et à Strasbourg, si Paris regarde vers les playoffs ou plutôt pour sécuriser son maintien en Betclic Elite. Ouais, je veux pas être pessimiste, mais je vois très difficilement comment Paris arrivera à combler le retard et se qualifier en play-off, je vous avoue. C'est vrai que, il y a 5 équipes à 8 victoires, je crois que tu l'as cité, entre le 12e et le 16e. Paris n'a qu'une victoire d'avance sur le premier relégable Blois. Et quand tu vois donc le déplacement à Gravelines, puis le déplacement à Strasbourg qui vont arriver pour la reprise début mars, tu vois difficilement en fait comment cette équipe de Paris doit gagner. En gros, ce qu'on s'est dit un peu en off, hein, c'est qu'il faudrait gagner, il faudrait être à peu près à l'équilibre pour être en playoff à la fin de la saison. Il faudrait gagner 17 matchs, ça veut dire que sur les 13 prochains matchs, il faut en gagner 9. Alors certes, il y a beaucoup de gros déjà que tu as déjà joué dans la deuxième partie de saison, que ce soit Monaco, que ce soit Lasvel, que ce soit Dijon, mais tu es quand même pas à l'abri de perdre contre Pau, par exemple, comme ça a été le cas ce soir, de perdre contre des adversaires directs, comme Nanterre, ça a été le cas aussi en début de saison. Et, c'est vrai que, en tout cas, ces 2 déplacements, globalement, si tu perds les 2, tu es sûr et certain de ne pas jouer les playoffs. Si tu en perds un, ça devient déjà encore plus compliqué, parce que c'est des adversaires directs en plus pour accrocher cette place de 7e, 8e que Paris pourrait au maximum espérer. Wait and see, mais c'est vrai qu'on est plutôt pessimiste, je pense, après ces 21 matchs de championnat. Et voilà, tu avais raison, c'est 5 équipes à égalité, dont Paris. Donc voilà, 8 victoires et donc Paris, un petit peu pour situer bien mathématiquement, Paris va jouer Strasbourg et Gravelines qui sont ces 2 équipes à 10 victoires. Donc voilà, Paris a déjà 2 victoires de retard sur ces équipes et la 8e place actuellement détenue par Roanne, est à 11 victoires. Donc voilà, pour le moment, Paris a 3 victoires de retard sur le dernier strapontin en playoff. Donc voilà, tu le disais, il faudra, en tout cas sur cette, on va dire sur
ce dernier quart de saison, un petit peu ce sprint final, réalisé quasiment, presque à sans faute pour les Parisiens. Donc Si voilà. je peux juste rajouter quelque chose en plus, c'est que sur le mois de mars, il va y avoir 4 matchs d'Eurocup qui vont être les 4 derniers matchs de saison régulière et qui vont permettre peut-être à Paris de se sécuriser probablement un premier tour de play-off, en tout cas plus simple que s'il y avait 4 défaites. On va voir si Paris va peut-être pas prioriser du coup aussi des matchs d'Eurocup et de se dire il y a un push à faire pour aller peut-être la remporter en fin avril. Et voilà, et on verra tout ça, pendant la trêve, on analysera tout ça et puis voilà, début mars, on reviendra pour les débriefs. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres émissions là pendant cette trêve pour occuper notamment, revenir sur les dernières semaines, en Eurocup. Voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief du match entre Paris et Paula Cortez. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball On Air sur Instagram et Facebook. Restez connectés. N'hésitez pas à nous envoyer voilà, des likes sur les plateformes de podcast, à commenter sur YouTube. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Merci Flavien et on se dit donc à très vite. Bye bye. Ciao!